Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à ce deuxième numéro de Environnement et droit. Environnement et droit, c'est votre émission de vulgarisation des textes légaux en République démocratique du Congo en matière de protection de l'environnement. Vous le savez, c'est notre deuxième numéro, comme je viens de le dire. Nous avons réfléchi, pensé ensemble avec l'équipe technique et la direction de Environews TV pour vous offrir cette tranche d'émission qui va vous permettre d'échanger avec nous, d'entrer en connaissance de tout ce qu'il y a comme texte ou loi qui régissent les secteurs de l'environnement en République démocratique du Congo. Merci d'être là. Je suis Kalonji Kachika Roméo. Et je reçois encore pour cette deuxième émission notre consultant permanent, le professeur Guillaume Chitende Wampinda. Lui, il est docteur en droit public avec comme spécialité droit de l'environnement, aménagement et urbanisme. Avec lui, nous allons encore aborder un autre sujet très important, comme ça a été le cas pour le précédent. Je vous rappelle qu'au premier numéro, nous avons évoquer l'origine de l'environnement et la problématique de sa protection. Notre invité nous a permis de comprendre que l'environnement a existé depuis la nuit des temps et que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure, c'est notre entourage immédiat, tous les éléments que Dieu a mis dans notre entourage, des éléments naturels et tout ce qu'il y a comme éléments chimiques aussi. Tout ça, ça constitue le cadre de vie dans lequel nous vivons, que nous considérons comme notre environnement, nécessitant une certaine protection. Alors, aujourd'hui, on va aborder un autre sujet, c'est le rôle du droit dans la protection de l'environnement, cas du code forestier. Nous allons aborder ces sujets avec mon invité qui est déjà sur ce plateau et que je vais devoir saluer. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue encore à cette émission. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je dois remercier l'équipe technique qui nous accompagne encore aujourd'hui. Serge Ngala Mouloumé à la prise des sons, Glody Mfoulou derrière la caméra en compagnie avec Francis Mbazoulou. J'ai dit merci à tout le staff du musée national qui est ce cadre qui nous reçoit pour la réalisation de nos émissions. Merci beaucoup à professeur Bondjoku qui est le directeur du musée national et aussi un grand merci à Bienvenue Mabiala qui est donc son collaborateur en charge de la communication et marketing. À vous mesdames et messieurs, j'ai dit encore une fois bienvenue à cette émission que nous commençons avec le même plaisir comme ça a été pour la toute première. Alors, professeur, avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on va quand même dire quelques mots en rapport avec le sujet de la fois passée que je venais de rappeler tout à l'heure. Brièvement, je voudrais demander que vous puissiez revenir un peu sur le cadre légal du droit de l'environnement dans notre pays, partant de la Constitution qui est notre loi fondamentale. Un petit résumé sur l'existence du cadre légal et ça va nous donner le temps d'avancer avec le sujet du jour. Alors la semaine dernière, vous l'avez bien constaté que j'ai regretté un tout petit peu de l'absence ou de la prise en compte minime de la question environnementale dans notre loi fondamentale qui est la Constitution, dans la mesure où simplement on a observé que notre Constitution, certes, dans ses articles 53 et 54, tente de parler du droit de l'environnement en disant que toute personne a droit à un environnement sain et que dans son article 54 essaie de démontrer la prise en compte d'un certain nombre de conditions de construction, de stockage et de manipulation que les entreprises ou les industries au niveau national peuvent causer comme impact au niveau environnemental et au même moment essaie d'inviter aussi, n'est-ce pas, les citoyens congolais à la préservation de cet environnement.
Mais nous disons que ces avancées en fait de l'article 53 et 54 de la Constitution restent minimes. Pourquoi? Simplement parce que dès les premiers articles de la Constitution, on n'observe pas que le législateur congolais n'a pas constitué l'élément environnemental comme une priorité nationale. L'environnement n'est pas en RDC comme une priorité nationale au sein de notre Constitution. Or, pour que l'environnement soit une priorité nationale, il faut que cela soit d'une manière claire et précise dit au niveau de notre article 1er de la Constitution, dans la mesure où la conservation de l'environnement doit devenir une priorité pour toutes les institutions de la République. Et cela n'est pas dit de manière claire et précise au sein de la Constitution. Donc il faudrait que le législateur puisse faire un effort de retravailler les dispositions des articles 53 et 54, afin que la place de la Constitution puisse être clairement dit au sein de cette dernière. Dernier élément par rapport à cette question de la place de la Constitution. La place de l'environnement, voulez-vous dire? Disons la place de l'environnement dans la Constitution, c'est que je l'attache un peu au principe de la souveraineté de notre pays. Et notre souveraineté s'exerce auprès de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, n'est-ce pas? Et ce principe de souveraineté veut que nous puissions protéger tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces frontières. Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces frontières? C'est tous les éléments liés à l'environnement. Les sols, l'air, notre biodiversité à travers la forêt, les eaux et à travers la mer. Donc ces éléments-là vont de pair avec la protection, avec la souveraineté nationale. Et donc il faudrait que le législateur puisse repenser, puisse renforcer la protection de l'environnement au sein de la Constitution pour que la préservation puisse être comme une impulsion donnée à toutes les institutions au niveau national. Ça, c'est par rapport à la loi fondamentale qui est notre Constitution. Vous auriez souhaité qu'elle soit beaucoup plus explicite et beaucoup plus insistante sur la priorité de la préservation de l'environnement. Oui, cet élément est très important. Quand j'insiste, c'est parce qu'on a vu dans d'autres constitutions, par exemple la Constitution française, où on va voir que la charte de l'environnement a été totalement intégrée au sein de la Constitution pour donner une valeur souveraine à la préservation de l'environnement. Et donc nous, on ne doit pas rigoler avec ces éléments-là environnementaux qui nous servent aujourd'hui, les générations passées et présentes, et qui doivent être dans une logique d'un programme et d'une politique publique qui doit servir aux générations futures. Donc l'environnement, pour nous, va de pair avec la souveraineté nationale, donc doit être préservé. Merci beaucoup. Autre chose qui a semblé inquiétant lors de notre première émission, professeur, que vous avez soulevé, c'est le temps accordé au cours de droit environnemental dans les facultés, dans les universités où la faculté de droit est organisée. Vous avez parlé des 15 heures seulement au niveau de la deuxième licence. Est-ce que cela peut vraiment permettre à ce que les apprenants puissent approfondir ces questions? Et pourquoi cela vous inquiète, vous, personnellement? Je m'inquiète simplement parce qu'on observe avec l'absence de cours de droit de l'environnement au sein de nos facultés de droit dans nos universités est ahurissant. En effet, dans d'autres pays, les droits de l'environnement s'enseignent en master. C'est-à-dire ici, on pourrait comparer ça au début du deuxième et troisième cycle. Et c'est toute une spécialité qui s'est faite en 2 ans. 2 années de formation pour comprendre qu'est-ce qu'est l'environnement et quels sont les éléments de droit qui protègent l'environnement. Et donc, lorsqu'on revient sur la formation en République démocratique du Congo, on observe que 15 heures dans une faculté de droit est en optionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas tout étudiant qui est allé en faculté de droit qui a la chance
de comprendre cette évolution juridique importante et récente. Et donc nous militons pour que cela change, c'est-à-dire aux universités, comme je l'ai dit la fois dernière, de se prendre en charge pour proposer aux étudiants des formations, des disciplines qui tiennent en compte les questions des droits de l'environnement. Les droits de l'environnement, il faut le dire aussi, ce n'est pas qu'un droit public, c'est aussi un droit pénal. Nous allons voir en abordant le sujet du jour, qu'on va observer qu'il y a des sanctions qui sont prévues pour les concessionnaires et les exploitants qui ne respectent pas ou qui ne préservent pas ou qui surexploitent la forêt sans les autorisations des autorités en place. Donc, j'insiste encore sur cette question-là des 15 heures. J'estime que par rapport aux problèmes environnementaux qui se posent, par exemple, en RDC, la question des déchets, la question des pollutions de l'air, la question des pollutions de l'eau, la question de la biodiversité un peu partout, 15 heures sont quasiment insuffisants. J'ai aussi vérifié que en faculté des sciences, département des forêts, il y a un cours des droits de l'environnement, mais qui se donne aux scientifiques pour 45 heures seulement. Je comprends. Donc à l'université de Kinshasa, à l'université de Kisangani, à Yangambi, ces cours-là c'est donc. Donc on peut comprendre que ces éléments de formation dans les disciplines qui sont purement que scientifiques soient aussi minimes. Mais ça dépasse déjà le nombre d'heures à la faculté des droits. Pourtant, des éléments juridiques montrent que les juristes congolais, sur tous les niveaux, doivent se saisir des problématiques environnementales parce qu'elles sont importantes pour l'avenir de notre pays. Et là, on peut compter sur la pulsion du chef de l'État qui avait dit lors de son séjour, son premier voyage à l'extérieur à Nairobi, qu'il allait se préoccuper de la question environnementale en RDC. Donc les juristes peuvent profiter de cette question-là, de cette opportunité-là, pour se saisir et donner une formation adéquate aux étudiants en licence ou en troisième cycle de droit dans notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, ce que j'allais demander, c'est est-ce que c'est peut-être une proposition que vous allez faire? Avez-vous déjà entamé des démarches auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire pour essayer de faire observer cela afin que ça soit modifié? Je ne dirais pas encore, mais le processus est encore avec un certain nombre de partenaires pour que nous entamions avec les gouvernements qui arrivent, faire une proposition pour qu'il y ait une réforme, au niveau du programme national pour les facultés des droits, afin d'insérer en effet vraiment les cours des droits de l'environnement dans les facultés des droits, ou alors de créer simplement une discipline nouvelle. On ne va pas rester seulement droit public, droit privé, mais on peut en créer parce que les pays nous en donnent l'opportunité. Comment voulez-vous que les magistrats, les juges, les avocats puissent défendre notre environnement s'ils ne sont pas formés sur les différentes systèmes juridiques qui existent en matière de l'environnement, en droit international, en droit africain et en droit congolais. Il nous faut des juristes formés sur ces questions-là. Donc nous pensons qu'avec les gouvernements qui viennent d'arriver, on irait voir les ministres en effet de l'enseignement supérieur pour lui faire une proposition. Je pense aussi qu'avec la chaîne de télévision Environ News et l'émission que nous sommes en train de faire, ils peuvent aussi, les autorités publiques, se saisir de cette occasion, voilà, pour comprendre que là, on est en train de parler de ces questions qui s'en saisissent pour faire des véritables propositions au niveau universitaire. Ça, c'est une proposition qui va tout droit au nouveau ministre de l'Enseignement supérieur universitaire nouvellement nommé, M. Nzangi Mohindo, que je salue en passant, tout en attendant que le gouvernement soit investi pour que cette proposition soit prise en compte. Merci pour ce petit rappel, professeur. Nous passons donc au sujet du jour. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rôle du droit dans la protection de l'environnement, cas du code forestier. Nous allons voir quel a été l'impact de cette loi du 29 août 2002.
quel a été son impact dans la préservation des forêts congolais. Mais d'abord, il faut dire qu'il a abrogé le décret colonial du 11 avril 1949 et le guide de l'exploitant forestier qui datait de 1984. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour se doter d'une loi actualisée, selon vous? Alors, je pense que c'est comme un peu on vient de le dire dans les propos introductifs, l'attente assez longue pour arriver à avoir un code forestier en RDC est liée simplement au fait que à l'époque, on est dans les années 80 et un peu avant, la question environnementale n'intéressait pas et la protection de l'environnement, la protection de la forêt n'était pas pris en compte comme un élément de protection en fait de l'environnement au niveau national. Okay. Mais il faut faire un peu l'histoire pour comprendre les contextes dans lesquels les codes forestiers est pris. Déjà, nous avons dit précédemment qu'au niveau international, il y a eu la conférence de Rio. La conférence de Rio qui va prendre un certain nombre de textes qui vont donner une certaine impulsion dans la préservation de l'environnement. Donc, il va y avoir la Convention sur les changements climatiques, n'est-ce pas? Et il y a cette convention sur les changements climatiques et la Convention sur la biodiversité. Les deux conventions-là vont donner une impulsion sur la protection en fait, des forêts parce qu'on va constater que les forêts jouent un rôle important dans la limitation des changements climatiques, mais en plus, les forêts jouent un rôle important dans la préservation de la biodiversité. Ça, c'est les constats au niveau international. Et la RDC, c'est dans ces contextes-là, va commencer un processus de réflexion pour que la Convention sur les changements climatiques et la Convention sur la biodiversité, la diversité biologique, les titres qui est le plus correct, donc puissent avoir leur intégration dans les processus nationaux. Donc ça, c'est le premier aspect, les contextes internationaux. Après, on est dans les contextes nationaux. Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Au niveau national, vous venez de l'évoquer, n'est-ce pas? Nous avons les décrets coloniaux qui remontent. Et ces décrets coloniaux et les guides de 1989 ne prennent pas en compte les nouveaux éléments environnementaux. Ils ne prennent pas en compte. Lorsqu'on prend les décrets coloniaux à l'époque, en 1949, les processus sur la protection de l'environnement est à une phase initiale. C'est ce que les associations qui en parlent. Et comme nous étions une colonie, donc il ne valait pas la peine. Donc il n'y avait pas intérêt à préserver notre forêt. Ouais. Donc ces intérêts, ces éléments-là à caractère de biodiversité et à caractère de changement climatique ne sont pas pris en compte. De la même façon, en 1984, lorsqu'on prend un guide, alors pour nous les juristes, la valeur juridique d'un guide n'existe pas, elle n'est pas contraignante, elle ne représente quasiment rien. C'est comme si c'était une compilation des intentions, n'est-ce pas, pour protéger ou préserver la forêt. Voilà. Et donc on n'était pas encore passé, on n'était pas passé dans ce qu'on va appeler les droits positifs. Et c'est dans ces contextes-là que passer au code forestier devient beaucoup plus intéressant en intégrant les deux éléments que nous avons évoqués, les deux conventions internationales. Alors, on peut dire que c'est ce qui a un peu justifié le désordre qu'a connu la RDC en cette matière. Chacun pouvait se servir de la forêt comme il voulait, parce que dès 1949 à 1984, les forêts congolaises n'étaient presque pas régies par une loi, donc tout le monde pouvait se lever et faire de la forêt comme il voulait. Disons qu'à l'époque, les liens n'étaient pas faits. N'est-ce pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pouvait prélever dans la forêt tout ce qu'on voulait, en termes de bois, en termes des espèces rares. Et tous ces prélèvements au niveau forestier avaient des impacts déjà à l'époque coloniale sur la biodiversité. Tous ces prélèvements avaient l'impact sur les changements climatiques parce que ça libérait en fait les CO2 qui sont captés dans notre forêt. Donc à l'époque, comme nous l'avons dit, les acteurs politiques, je pourrais même dire que les acteurs coloniaux ne maîtrisaient pas ces questions-là. Et à
partir du moment où ils ne maîtrisaient pas, donc ils pouvaient les utiliser comme ils voulaient à leur bon escient. Jusqu'à ce que la nouvelle impulsion arrive pour dire que faisons attention pour que nous ne puissions pas détruire, n'est-ce pas, les éléments naturels qui permettent à l'espèce humaine de vivre dans les conditions les meilleures sur la planète Terre. Merci. Alors, je voudrais, vous avez peut-être parlé déjà du contexte, mais je voulais qu'on y revienne un peu. La question que je vais vous poser, c'est de savoir dans quel contexte exactement cette loi ou ces codes a été élaboré, voté et promulgué. Est-ce par rapport aux normes internationales, tout simplement, ou c'est beaucoup plus en se basant sur les réalités socio-culturelles de notre pays? Alors, les deux vont de pair. Les deux vont de pair dans la mesure où la communauté internationale, lorsqu'il relève que les changements climatiques, pour arriver à résoudre les problèmes de l'augmentation de la température au niveau mondial, donc il fallait jouer sur la forêt. Donc, vous savez que nous avons deux grands poumons au niveau mondial. Le premier poumon, qui va d'ailleurs de pair avec la forêt congolaise, c'est l'Amazonie, qui a été identifiée rapidement. Et ensuite, la forêt congolaise, la forêt équatoriale congolaise a été considérée comme une deuxième source importante qui peut participer, n'est-ce pas, à la non-augmentation de la température au niveau mondial. Et donc, parce que la RDC a participé à la conférence de Rio, il a fallu, comme je l'avais dit lors de notre première mission par rapport à la conférence de Stockholm de 1972, où on avait demandé aux États de commencer à faire des réflexions sur la préservation de l'environnement. Donc la RDC a poursuivi cet effort aussi international pour qu'ils puissent disposer, n'est-ce pas, d'une loi, d'un code pouvant, n'est-ce pas, modifier, parce que ces codes-là forestiers a modifié des fautes en comble, la question de l'exploitation, la question du contrôle et même à donner des sanctions par rapport à ça. Donc c'est vraiment une adaptation par rapport au niveau international, mais aussi au niveau national, parce que la forêt, elle n'est pas là seulement pour servir de la préservation par rapport au changement climatique. Elle n'est pas là non plus seulement pour servir de la protection de la biodiversité. La forêt est là aussi pour créer des revenus par rapport à l'État. Et donc il a fallu tout modifier pour permettre aussi à la République, n'est-ce pas, à partir de la forêt, non seulement à préserver la biodiversité et à faire éviter les changements climatiques au niveau international, mais aussi à produire, n'est-ce pas, que la forêt devienne une source économique et sociale des populations et des gens qui y vivent. Très bien. C'est cette loi qui régit la gestion, la protection des forêts en République démocratique du Congo. Alors parce que nous l'abordons, donc le code forestier, je rappelle qu'il a été promulgué le 29 août 2002 et ça fait à peu près 20 ans maintenant depuis qu'il est en vigueur. Ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent, professeur, c'est les forces de cette loi, les faiblesses et leurs impacts sur la protection donc de cette forêt ou des forêts de la République démocratique du Congo. À votre avis d'expert, voulais-je dire, quels sont les principaux points forts que vous avez détectés dans cet instrument qui a été actualisé dans la politique nationale en matière des forêts? Il y a plusieurs forces qui peuvent être attribuées au code forestier congolais. Parmi ces multiples éléments qui aujourd'hui renforcent la pratique de ces codes forestiers, nous devons dire que le code forestier est venu et permet aujourd'hui à faire un aménagement de la forêt, à renforcer la conservation, n'est-ce pas, et à améliorer la surveillance en fait de nos forêts. Parce que sur tous ces éléments-là, vous savez, il y a eu par le passé beaucoup de choses qui ont fait que les entreprises forestières dans notre République pouvaient continuer à exploiter de manière dont ils voulaient sans faire une exploitation, n'est-ce pas, qui permette non seulement aux populations locales d'en profiter, mais qui pouvait aussi prélever n'importe quelle espèce jusqu'aux espèces
protégés, n'est-ce pas? Et donc, le code forestier vient aider à cet aménagement, vient aider à cette exploitation et améliorer les conditions de la conservation de la forêt. D'autres éléments positifs, c'est au niveau de la transformation. Le code permet aujourd'hui que la transformation puisse se faire au niveau national. La transformation de tous les produits forestiers. Ça se fait au niveau national pour que, n'est-ce pas, certains produits ne puissent pas se retrouver simplement à l'extérieur, mais certains produits forestiers puissent rester et bénéficier, n'est-ce pas, au commerce et aux populations, aux communautés riveraines qui vivent au niveau national. Mais il y a d'autres éléments valorisants. La valorisation, par exemple, de la biodiversité. C'est-à-dire une exploitation saine de la forêt permet à ce que la biodiversité puisse continuer à se régénérer. Une exploitation saine permet à ce qu'on attende le renouvellement de la forêt avant de la couper. Et donc sur ces points-là, le code forestier a apporté beaucoup d'éléments. Mais il y a aussi des éléments au niveau institutionnel. Au niveau institutionnel, on peut dire que le code forestier apporte la possibilité pour les institutions de disposer d'une politique nationale forestière. Avant, il n'existait pas de politique nationale forestière. Donc désormais, l'État congolais dispose d'une politique nationale forestière. Cette politique nationale forestière qui est différente, n'est-ce pas, et qui permet d'ailleurs aux institutions d'avoir un plan forestier national. Où est-ce qu'on va couper cette année? Dans quelle province on peut couper? Dans quelle autre province on peut reboiser? Dans quel autre coin on peut laisser la forêt se reconstruire? Une telle politique permet en effet à ce que les pays puissent équilibrer sa manière d'exploiter sa forêt. Mais au niveau toujours de ces codes, il y a eu la volonté ferme de classer la forêt. Le classement de la forêt est un élément très très important. Le code forestier a apporté 3 classifications, n'est-ce pas, pour notre forêt. Donc aujourd'hui en RDC, nous disposons de forêts classées, c'est-à-dire ces forêts-là qui ne peuvent pas être exploitées, détruites, on en parlera tout à l'heure, sauf à certaines conditions. Il y a aussi les forêts qui sont protégées, n'est-ce pas? Et enfin, il y a des forêts qui sont des productions permanentes. 3 possibilités. Et donc, en classant la forêt, donc, le gouvernement permet à ce que certaines zones de la forêt ne puissent pas être déboisées aussi rapidement et réservées aux générations futures. Et l'État permet aussi à ce qu'il puisse contrôler dans les forêts protégées, il puisse contrôler comment est fait l'exploitation forestière en collaboration avec les communautés locales qui y vivent. Et puis dans les forêts que nous avons dit, des forêts de production permanente, on peut faire des prélèvements de manière permanente. Un dernier élément qu'il faudrait ajouter aussi sur des éléments forts des codes forestiers, c'est la recherche. C'est-à-dire aujourd'hui, le code forestier permet à ce que les scientifiques puissent effectuer des recherches pour arriver à préserver non seulement la biodiversité faunique qui existe, mais forestière aussi. Cette biodiversité, ces différentes espèces qui doivent être préservées le plus longtemps possible. Il faut dire ici que cela ne se fait pas uniquement avec les ministères de l'environnement tout seul, mais avec les autres ministères qui interviennent dans l'exploitation forestière. On va prendre par exemple les ministères des Mines ou les ministères d'hydrocarbures. Si on découvre le pétrole par exemple dans les parcs de Virunga, par exemple, donc on peut donner des autorisations. Je vais dire que c'est un exemple qui tombe juste parce qu'il y a une polémique autour de ça. Oui, exactement. Donc on reviendra, on développera toutes ces questions-là. Donc un ministère qui pourrait donner par exemple d'hydrocarbures l'autorisation de faire une exploration, une production pétrolière dans un parc, il doit les faire en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Et donc, les codes forestiers permettent cette collaboration-là interministérielle. Voilà quelques éléments des forces qui permettent à ce que
les codes forestiers, n'est-ce pas, a changé complètement la manière d'appréhender la gestion forestière au sein de la République démocratique du Congo. Alors, parmi ces forces, vous avez cité la catégorisation des forêts. J'aimerais qu'on y revienne un peu pour essayer de voir ce que cette catégorisation a suscité comme problème entre l'État qui se fait propriétaire de tout. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, mais il y avait dans ces forêts des communautés riveraines qui vivaient depuis des siècles avant que cette loi n'arrive. Est-ce que cette catégorisation n'a pas fait que créer de problèmes, qu'on a pu entendre ça et là, telle communauté est en difficulté avec telle entreprise? Est-ce que cette catégorisation n'a pas été source de problèmes? Est-ce qu'à ce jour, on arrive à bien gérer tout ça? La difficulté, effectivement, quand on est juriste et quand on est responsable public, quand on est parlementaire, c'est de prendre des décisions, des lois et des fois sans consulter directement la population au niveau de la source. Ça arrive. Mais il faut dire qu'ici, en effet, plusieurs problèmes se posent de collaboration entre les populations locales qui vivent dans ces forêts, dans les différents stades, et les entreprises qui viennent pour exploiter. Alors, la base de cette difficulté de collaboration entre les exploitants ou les concessionnaires et ce que j'appelle moi la communauté locale, c'est simplement parce qu'il manque dans cette code forestier, je n'entre pas encore dans l'ensemble des éléments négatifs qu'on peut retrouver ou des faiblesses de ces codes forestiers. C'est juste que parce qu'il n'y a pas dans ces codes forestiers, il y a l'absence de ce qu'on va appeler une charte de collaboration entre les communautés locales vivant dans les forêts et les entreprises ou les concessionnaires qui viennent s'installer. Il y a cette absence-là. Et donc, les entreprises s'estimant avoir reçu les différentes autorisations du ministère de l'Environnement peuvent aller faire l'exploitation, le prélèvement du bois, alors que les populations locales qui vivent dans ces contrées, n'est-ce pas, n'en profitent pas. Donc, il faudrait repenser. D'ailleurs, ça devrait être dans le cadre d'une évaluation, du code forestier pour améliorer les conditions de cohabitation entre les communautés locales, les peuples autochtones ou les populations autochtones avec les entreprises exploitantes. Il y a un travail important à faire à ce niveau-là pour que ces mésententes ne puissent pas perdurer entre les entreprises exploitantes et les communautés locales. Justement, cela nous amène dans les points faibles ou dans les faiblesses du code forestier. Là, vous étiez déjà en train de relever l'absence de la charte de collaboration entre les communautés et les exploitants, et peut-être même avec l'État congolais. Alors, essayez un peu de revenir, de relever les quelques faiblesses qui dérangent, qui pourront faire objet d'une susceptible révision ou révisitation de cette loi pour essayer de l'adapter aux réalités du moment, parce que je viens de le dire tantôt, ça fait pratiquement 20 ans qu'elle a été promulguée. Allez-y avec ces quelques points faibles que vous avez constatés. Donc, ce que je viens de dire là déjà par rapport à l'absence de collaboration entre les entreprises et les populations locales, avec des difficultés des fois de voir les entreprises qui s'installent dans des lieux de chasse, dans les lieux de prélèvement de cueillettes, etc. Ça pose tout un problème. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le problème, vous savez, nos populations autochtones ont un rapport à l'arbre qui sont des rapports ancestraux. Ils ont un rapport à l'arbre qui sont des fois des rapports avec les anciens, les morts. On ne doit pas avoir peur Et quand on envoie une entreprise pour venir faire une exploitation, cette entreprise-là peut aller couper des arbres qui sont des arbres sacrés. N'est-ce pas? Des arbres sacrés pour les populations. Et donc ça va poser un problème, en effet, de cohabitation et de respect des droits coutumiers et traditionnels de ces populations. Un instant, quand vous évoquez ça, ça me rappelle une déclaration d'un autochtone pygmée que j'ai suivi une fois à la télé qui disait « Chaque arbre représente l'âme d'un ancêtre ».
et que chaque fois qu'on coupe un arbre, c'est comme si on déracinait notre ancêtre. Alors je me dis, les autochtones pygmées doivent se réjouir parce qu'il y a une loi qui venait d'être adoptée en leur faveur pour leur protection. On va l'aborder dans nos prochaines émissions. Je voulais quand même évoquer cela pour mettre l'accent sur l'importance de cette collaboration entre les populations riveraines et les exploitants. Allez-y. Vous avez vraiment raison. Hein. D'ailleurs, quand on abordera même d'autres questions liées à l'utilisation de la terre, du sol, tout ça, les rapports qu'il y a toujours entre les entreprises et les populations autochtones butent souvent sur ce genre de questions. C'est-à-dire des éléments culturels, des éléments traditionnels, des éléments fonciers dont les entreprises ne prennent pas toujours en compte, alors que ce sont des éléments d'une importance majeure pour la culture vivante sur ces espaces forestiers. Donc il faudrait aussi dire par rapport aux faiblesses de ces questions, et nous en reviendrons quand nous allons aborder la question des sanctions, c'est-à-dire que je trouve les sanctions que les codes forestiers proposent par rapport aux exploitants et aux concessionnaires qui auront violé les codes forestiers sont vraiment minimes. Les sanctions vont, en francs congolais bien sûr, de 10 000 francs, n'est-ce pas, à 1 million de francs. Dans l'introduction, nous avons dit que la question environnement, c'est une question de souveraineté. C'est-à-dire on ne peut pas couper les arbres qui sont protégés, préservés de n'importe quelle manière, n'est-ce pas? Couper un arbre qui est protégé par exemple et qu'on sanctionne une entreprise pour 10 000 francs, alors que les mêmes arbres pourraient les vendre à l'extérieur du pays à 100 000, à 200 000, à 1 million, je pense que ça c'est donner un permis de surexploitation de nos forêts. C'est-à-dire j'ai trouvé que je reviendrai d'une manière détaillée sur chaque infraction telle que prélevée par les codes forestiers, mais je trouve ça vraiment minime. Parce que les dégâts causés sur un certain nombre d'espèces à préserver sont importants, surtout qu'on sait que très souvent, un certain nombre des entreprises ne respectent pas toujours les contrats qu'ils ont signés avec les gouvernements. Une autre faiblesse majeure, celle-là je l'appelle majeure, c'est l'effet de laisser, c'est-à-dire de laisser à la responsabilité unique du ministre de l'Environnement tout seul la possibilité, n'est-ce pas, de donner un certain nombre de concessions. Et je trouve que oui, c'est à l'État de remettre ça, mais ça devait se faire en collaboration, n'est-ce pas, avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure, en collaboration avec les populations autochtones, en collaboration avec la société civile et les différents partenaires qui interviennent dans matière de forêt. D'ailleurs, il y a un problème autour de l'attribution des concessions forestières ces derniers temps. Il y a des ONG, que ce soit nationales, internationales, qui s'en prennent au ministre Claude Nyamugabo, le ministre sortant de l'Environnement. Il y a des concessions qu'il aurait attribuées dans la violation, ou selon ces ONG bien sûr, il n'a pas respecté la procédure d'attribution. Est-ce que lui ne s'est pas servi de cette manque des contraintes dans la loi qui ne l'oblige pas peut-être à collaborer avec d'autres ministères ou à d'autres parties prenantes afin d'arriver à octroyer ces concessions? Non, certainement qu'il a respecté la procédure. Certainement que la procédure a été respectée. Mais les problèmes qui se posent, c'est les problèmes des moratoires. Donc il y a un moratoire qui date de 2002 et ce moratoire arrive à la fin, n'est-ce pas? Et que ce moratoire soit devait être reconduit, soit devait être réformé pour qu'on puisse avoir un nouveau moratoire. Les moratoires qui disaient simplement qu'il fallait stopper, n'est-ce pas, l'attribution des nouvelles concessions au niveau forestier par les autorités publiques. Alors il faudrait aller examiner un peu, comme la société civile l'a dit et comme certains partenaires qui interviennent dans les domaines forestiers
l'ont relevé. Si en effet le ministre l'a fait, et s'il l'a fait, pourquoi il l'a fait dans ces conditions-là qui ne respecteraient pas, n'est-ce pas, les prescrits du moratoire qui a été décidé d'ailleurs de commun d'accord. Exactement. Donc une décision comme ça, n'est-ce pas, nécessite effectivement qu'on puisse réfléchir sur cette possibilité de voir comment atténuer. J'insiste sur cet élément, atténuer, c'est-à-dire la mise en concession des nouvelles parties des forêts au niveau national. C'est très important parce que nous ne devons pas réfléchir simplement par rapport aux intérêts d'aujourd'hui et des intérêts actuels. Donc nous avons dit en notre introduction, il faut que nous soyons sûrs que notre souveraineté à assurer aux générations futures la continuité de l'exploitation de nos forêts va perdurer. Et donc il faudrait qu'on maîtrise déjà ce qui s'est fait aujourd'hui, actuellement, avant de penser à donner ou à ouvrir d'autres concessions à des partenaires privés dont on sait qu'ils viennent simplement faire des bénéfices et partir, et dont on sait, comme je l'ai dit par rapport à la question des cahiers des charges, les concessions ne profitent pas aux populations locales. Une autre faiblesse avant d'aborder alors, une autre faiblesse par rapport à ça, c'est la question de la fiscalité. Pas? La question de la fiscalité au niveau du code forestier. Cette fiscalité qui se limite, selon mon impression, simplement aux concessions nationales et aux exploitations nationales. Je pense à mon humble avis sur cette question de fiscalité parce que la République démocratique du Congo participe de manière importante, n'est-ce pas, à la maîtrise du changement climatique avec la contribution de la forêt, mais participe aussi à la maîtrise de la biodiversité. Je pense que la communauté internationale doit prendre sérieusement en compte sa part dans la fiscalité, n'est-ce pas, nationale de la RDC, en aidant réellement, n'est-ce pas, la RDC pour continuer à préserver la forêt au niveau national. Et ça, il faut que ça soit inscrit dans la loi. Et il faut qu'il y ait un lobbying, il faut qu'il y ait un travail qui est fait pour amener la communauté internationale, qui fait déjà pas mal de choses, mais pas assez, par rapport à ce qui doit être fait pour que la fiscalité soit améliorée, afin que les prélèvements forestiers puissent diminuer et que les communautés internationales ne puissent pas avoir simplement comme source de revenus de couper les bois. Donc cet élément, me semble-t-il, de la fiscalité au niveau international est assez important. Et aussi ici, il faudrait que le rôle de la société civile puisse être amélioré. Il faudrait que la société civile, qui est notre témoin, des fois dans des coins forestiers où on ne trouve pas la présence d'un inspecteur forestier, il faut que cette société civile-là, son rôle, son travail, puisse être amélioré et reconnu et que ça ne se limite pas seulement au seul fait de dénoncer lorsque un exploitant viole les codes forestiers. Permettez que je rappelle rapidement la composition de ce code forestier du 29 août 2002. Il est composé de 150 articles répartis en 10 titres, parmi lesquels ceux relatifs au statut des forêts, au droit d'usage, à la protection des forêts, à l'inventaire, à l'aménagement et à la reconstitution des forêts, à la concession forestière, nous venons de l'évoquer d'ailleurs, et à l'exploitation forestière, à la fiscalité forestière et celui des dispositions pénales. Ce sont là les titres que vous pouvez retrouver en parcourant cette loi qui date d'il y a à peu près 20 ans et que notre expert est en train de nous démontrer qu'il y a certaines faiblesses dans ce code forestier qui devraient faire l'objet d'une révisitation ou d'une révision après concertation entre les parties prenantes pour voir que faire pour que cette loi soit vraiment beaucoup plus contraignante et protège davantage les forêts de la République démocratique du Congo. Venons-en à l'application, professeur. Vous avez évoqué déjà des sanctions, mais est-ce que cela s'applique?
déjà? Est-ce qu'on peut énumérer un certain nombre des condamnations faites par rapport aux sanctions prévues par le Code forestier? Si cela ne s'applique pas, quelle peut être la raison? Alors, au niveau national, c'est difficile d'arriver souvent à sanctionner ces entreprises au niveau, au niveau pénal. C'est très compliqué, c'est très difficile. Et d'ailleurs, en observant la plupart des entreprises qui exploitent de manière illégale certaines exploitations, on trouve que la sanction ne suit pas parce que très souvent, il y a beaucoup plus la réparation. Les entreprises là, oui, elles sont sanctionnées des fois à payer juste les amendes. Donc la sanction pénale, on ne la retrouve pas assez. C'est-à-dire que c'est de ces côtés-là qu'il y a un travail important à faire. Okay. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir la problématique des cours à la faculté des droits. Vous savez que nombre de nos juges, ce n'est pas pour les critiquer, n'utilisent pas beaucoup, disons, les droits de l'environnement, n'utilisent pas beaucoup ce genre de textes parce que c'est des textes qui ne sont pas suffisamment vulgarisés. Mais ce qui est sûr, n'est-ce pas, les dispositions des sanctions qui en sont prévues à travers ces textes peuvent être appliquées à tout moment. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas au niveau judiciaire quelles sont les décisions qui étaient prises. Et d'ailleurs, je me réserve les droits de faire une recherche là-dessus auprès de nos cours et tribunaux pour arriver à dégager 6 décisions pénales ont été prises par rapport à la violation du code forestier dans notre pays. Alors, au regard de ce que vous venez de dire, même les juges congolais ne s'intéressent presque pas trop aux questions de la protection des forêts ou de l'environnement de manière générale. Est-ce que faudrait-il, à votre avis d'expert, créer des tribunaux spéciaux chargés uniquement de traiter de ces questions-là pour que tous les crimes forestiers, tous les crimes environnementaux soient traités par ces tribunaux spéciaux? Moi, je pense que cela tombe à point. Au stade d'aujourd'hui, il y a même une nécessité d'aller vers une chambre, n'est-ce pas, spécialisée au niveau peut-être de la Cour de cassation ou au niveau du Conseil d'État, en regardant si c'est une matière plus administrative ou plus civile, qu'on puisse arriver à avoir, n'est-ce pas, une chambre qui va s'occuper de toutes les problématiques environnementales. C'est très important. Sinon, on ne va pas arriver à dissuader, n'est-ce pas, toutes les personnes, toutes les entreprises, toutes les institutions même, n'est-ce pas, qui participent à la dégradation de notre environnement. Et dans la matière forestière, vu que nous avons dit et estimé qu'il s'agit là d'une question de souveraineté nationale, de la même manière que nous devons préserver les territoires nationaux, n'est-ce pas, par rapport à l'agression des forces extérieures, il est de la même façon impérieux que nous puissions arriver à préserver nos richesses naturelles, environnementales et surtout ici forestières que nous disposons pour que ce soit au niveau institutionnel ou au niveau des entreprises, on ne puisse pas dilapider une richesse qui a servi nos ancêtres, qui nous sert, nous, aujourd'hui, la génération présente, et qui doit servir aux générations futures. Donc la forêt, aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose à préserver de manière impérieuse par l'État congolais. Il faudrait absolument participer à ça, au regard de tout ce que nous avons dit tout au long de cette émission. Voilà. Nous nous approchons donc de la fin de notre émission. Nous parlons du rôle du droit sur l'environnement et nous avons évoqué le cas du code forestier. Ce code qui date de presque 20 ans, je l'ai dit tantôt, il a été promulgué le 29 août 2002. Un code qui a remplacé le décret colonial ou le décret royal de 1949, mais il a aussi élagué ou il a aussi abrogé le guide de l'exploitant forestier qui avait été pris en 1984.
Aujourd'hui, ce code existe, c'est lui qui régit la protection des forêts et nous en parlons avec mon invité, le professeur Guillaume Chitende Wampinda. Vous le savez, pour vous qui nous aviez suivis la fois passée, qu'il est spécialiste du droit environnemental. Avec lui, nous voyons les forces, les faiblesses de cette loi et nous allons clôturer, professeur, en essayant de voir quelles sont les modifications substantielles qui doivent être apportées de manière concrète à court terme ou peut-être à moyen terme pour adapter cette loi aux besoins actuels de la protection de l'environnement ou de la forêt de manière particulière. Alors les modifications qui doivent être apportées dans ces codes, c'est lié déjà au niveau des faiblesses que nous avons dû évoquer tout au long de cette émission, c'est-à-dire il faudrait reprendre les faiblesses, n'est-ce pas, et voir comment est-ce qu'on va les améliorer pour que ça puisse permettre à ce que la révision de ces codes forestiers puisse répondre aux réalités d'aujourd'hui. Il faut s'adapter par rapport aux réalités aujourd'hui. Je veux bien que le président de la République peut prendre une ordonnance, loi ou le ministre un décret pour arriver à modifier. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la modification de la loi est beaucoup plus efficace, n'est-ce pas, pour donner de véritables outils, n'est-ce pas, à nos juges, à nos cours et tribunaux pour qu'ils puissent appliquer à bon escient ces codes. Je pense qu'il y a aussi l'élément que j'ai évoqué tout à l'heure qui est un cahier des charges, n'est-ce pas, entre les entreprises concessionnaires qui exploitent les forêts et les communautés locales est indispensable. Cet élément-là doit être intégré dans la révision du code forestier sur les modèles en fait de ce qu'on a fait avec les nouveaux codes miniers de 2018. N'est-ce pas, sur ces modèles-là, des nouveaux codes miniers de 2018 où on a permis à ce que les entreprises du secteur minier, n'est-ce pas, puissent signer une charte avec les populations locales afin qu'ils puissent profiter de cette manne financière qui est générée par l'exploitation des mines. Donc, on peut repenser, parce que le législateur l'a déjà fait, on peut repenser aussi qu'au niveau des codes forestiers, on peut faire la même chose pour permettre à l'entreprise de jouer sur ce qu'on va appeler sa responsabilité locale au niveau de la zone de l'exploitation forestière qu'elle est en train de faire. En tant que scientifique, je voudrais vous poser la question de savoir est-ce que ces propositions que vous êtes en train de formuler sur ce plateau d'Environ News TV, vous les avez déjà coulées ou vous pouvez les couler sur papier et les proposer aux politiciens qui sont beaucoup plus préoccupés en ce moment au partage de postes, qu'est-ce que moi je gagne dans l'union sacrée, qu'est-ce que moi j'ai gagné dans le passé ou qu'est-ce que je vais gagner dans l'avenir. Est-ce que vous êtes à même de faire toutes ces propositions-là de manière beaucoup plus concrète et les soumettre à notre Assemblée nationale pour que cette loi ou cette matière soit inscrite peut-être au cours de cette session ou dans les sessions à venir afin qu'on en arrive à la modification effective de cette loi? Alors en tant que scientifique, déjà participer à cette émission nous permet de faire la mobilisation. Exactement. Nous demandons à nos institutions de se saisir de cette question et de savoir que ne pas s'occuper de cette question forestière, c'est vraiment, je dirais même ne pas faire son travail. Exact. Il nous faudrait avoir des députés au sein de notre Parlement qui s'intéressent à la question forestière au niveau national. Alors, il faut saluer, il y a eu quand même l'adoption de la loi par le Parlement sur les peuples autochtones. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Une avancée, j'espère que nous reviendrons sur cet élément. Et donc, nous savons que notre législateur, quand il le veut, s'engage. Et donc, la question forestière, là, nous demandons personnellement à ce qu'il y ait au niveau du ministère, mais ensuite au niveau du Parlement, des députés qui s'en saisissent. Alors, au niveau du ministère, nous attendons l'arrivée du nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable pour voir ce qu'il va nous présenter comme travail à faire. Et nous, avec les associations que nous disposons, nous allons lui présenter un cahier des charges pour voir si elle accepte d'intégrer la réforme de la loi forestière
dans son calendrier de travail par rapport au temps qui leur restera à faire. Donc nous reviendrons, nous, en ce qui nous concerne, avec l'Observatoire congolais de l'environnement et avec l'aide d'ailleurs de EnviroNews pour que nous fassions des propositions concrètes sur la modification du code forestier et sur un travail d'ailleurs qui doit être beaucoup plus important où on doit appeler tous les partenaires intervenants dans l'application de ce code forestier afin qu'ils puissent faire un travail de révisitation du code avant qu'une proposition aussi puisse sortir de ces travaux. Merci beaucoup, professeur. Je considère cela comme votre conclusion pour aujourd'hui, à moins que vous ayez un petit dernier mot à ajouter qui vous a échappé peut-être pendant l'émission. Sinon, si vous pensez avoir tout épuisé pour aujourd'hui, merci. Je considère cela comme votre conclusion et surtout, tout ce que vous avez dit à la fin, ce sont des recommandations faites particulièrement à la nouvelle patronne de l'environnement et développement durable, Madame Bazaï Massoudi Eve, à laquelle EnviroNews dans son ensemble souhaite bon vent et bon succès pour faire avancer ce grand et méga ministère qui a beaucoup apporté au pays, mais cela doit passer par l'application stricte de la loi. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous étiez en train de suivre donc environnement et droit et aujourd'hui nous avons parlé du rôle du droit sur l'environnement et nous avons évoqué le cas du code forestier, cette loi qui a été adoptée en 2002, le 29 août exactement, ça va faire bientôt 20 ans et c'est cette loi qui régit la protection donc des forêts et dans notre pays. Avec notre invité, notre expert et notre consultant en permanent, il nous a démontré les forces et les faiblesses et il a même formulé quelques recommandations pour que cette loi soit adaptée aux réalités du moment. Merci de votre grande fidélité à EnviroNews TV. Restez-nous fidèles pour suivre le prochain numéro qui interviendra dès la semaine prochaine déjà. Avant de rendre donc ce micro, je dois remercier le producteur de cette émission, Alfredo Prince Ntumba, DG de EnviroNews TV, l'équipe technique avec à la prise des sons, Serge Ngala-Mouloumé, Francis Mbazoulou et Glody Foulou étaient derrière la caméra. Merci à tout le staff du musée national qui nous offre ces beaux cadres et pour lequel je lance cet appel. Venez massivement visiter et découvrir la richesse culturelle, la diversité de la culture congolaise que renferment ces murs que vous voyez sur le boulevard Triomphal. Vous serez très éblouis et édifiés sur notre histoire. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci et à la prochaine. Au revoir.